Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur l'émission Entretien de tous les dimanches sur ETélé. Cette émission que j'ai l'honneur d'animer ce dimanche. Cette émission que vous suivez en direct sur nos chaînes et sur les antennes de la radio partenaire Océan FM. Il fait partie de la jeunesse, cette jeunesse béninoise combattante qui lutte pour sa place dans l'arène politique. Et très remarquable dans ses prises de position, il avait également dirigé un mouvement appelé Dynamique Ensemble Osons l'avenir, expert électoral, aujourd'hui membre fondateur du bloc républicain, Monsieur Clotaire Olide, c'est de lui il s'agit. Il est donc notre invité ce dimanche sur l'émission Entretien. Avec lui, nous allons parcourir l'actualité nationale très riche ces derniers temps. Monsieur Olide Clotaire, bonjour, merci de répondre à notre invitation. Bonjour Monsieur Ronsa, bonjour à tous les téléspectateurs de ETélé et c'est un plaisir de répondre à votre invitation. Vous êtes aujourd'hui membre fondateur du bloc républicain, le bloc républicain qui a d'ailleurs fait sa rentrée politique ce samedi à Porto-Novo. Femmes et jeunesse, c'était donc au cœur de vos débats. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Quels ont été les points marquants de cette rentrée politique de ce samedi? Merci beaucoup. Effectivement, nous, au Bloc républicain, nous avons effectué notre rentrée politique ce samedi. Qu'il vous souvienne que le 8 décembre 2018 dernier, le parti a été porté sur les fonds baptismaux. Nous avons donc eu notre congrès constitutif. Et depuis lors, nous avons eu les élections législatives en avril 2019, élections auxquelles le parti a eu à participer. Et par la suite, il y a eu plusieurs questions d'actualité nationale, tant au niveau social qu'au niveau politique, sur lesquelles le parti n'a pas opiné jusqu'à présent, n'ayant plus effectué de grandes sorties depuis ce temps. Alors, il était question ce samedi donc, au regard de toute cette actualité très riche, comme vous l'avez dit tantôt, qui est marquée non seulement au niveau social par exemple, la question de la fermeture de nos frontières avec le Nigeria, au plan politique, la question de la révision de la Constitution et le vote des lois subséquentes comme la charte des partis, le code électoral et j'en passe. Et donc, toutes ces questions-là, il était temps que le parti donne sa position officielle par rapport à ces questions et aussi que le parti se penche sur le thème qui est objet de cette rentrée politique, le thème qui est femmes et jeunes dans l'arène politique au Bénin. Donc ce samedi, c'était un peu comme la fête des jeunes et des femmes au niveau du parti qui a profité, comme je l'ai dit, pour donner son point de vue sur certaines questions et également pour se projeter sur le premier congrès ordinaire du parti qui, selon nos tests, doit intervenir 1 an après le congrès constitutif. Donc normalement en décembre, nous devons avoir le premier congrès ordinaire du parti qui va mettre en place les organes définitifs du parti. Parce que jusque-là, nous fonctionnons avec des organes transitoires. Donc c'est tout cela qui a meublé nos discussions de ce samedi qui ont connu quelques temps forts, évidemment. Nous avons eu dans un premier temps la cérémonie d'ouverture au cours de laquelle certains partis amis ont passé leur message. Le secrétaire général national du parti, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, a ouvert les travaux. Et par la suite, nous avons eu 2 communications. Une qui a porté sur le thème proprement dit, c'est-à-dire le rôle des femmes et des jeunes dans l'arène politique en partant des leçons tirées des expériences passées pour nous projeter dans les perspectives, dans le contexte de des réformes politico-partisanes en cours actuellement. Et dans un deuxième temps, dans une deuxième communication, nous avons vu un peu les stratégies à mettre en œuvre pour élargir les bases du parti. Donc voilà essentiellement les 2 communications qui ont meublé nos travaux. Et à la fin, évidemment, il y a eu la synthèse des travaux, il y a eu notre communiqué final et le discours de clôture du secrétaire général national. Donc voilà les grandes séquences de cette journée qui, comme je l'ai dit tantôt, était un peu comme la fête des jeunes et des femmes du parti, en même temps que la rentrée politique du parti. En tout cas, nous aurons le temps de décrypter tout ce qui s'est passé, le message et puis le communiqué final. Parfait. Nous allons avec vous aborder aujourd'hui
la modification de la Constitution. Le premier point, vous savez, aujourd'hui, le Bénin a fait parler de lui encore et encore au plan international. Il y a eu modification de la Constitution après près de 30 ans de vie. Quelle est votre appréciation? Comment voyez-vous tout ce qui s'est passé jusque-là? D'abord, dans un premier temps, je voudrais me réjouir avec vous, parce que certainement que vous ne vous en plaindrez pas, que nous ayons eu une révision constitutionnelle qui n'a soulevé aucun remous, aucun tollé, comme on le voit dans d'autres pays, surtout africains, où la moindre révision constitutionnelle est sujette à des conflits, sujette à des contestations, où on descend dans la rue, un peu comme ça se passe actuellement, malheureusement, chez nos amis, nos frères de la Guinée, par exemple, parce que généralement, ces révisions constitutionnelles sont opportunistes, il faut le dire comme ça. Généralement, lorsqu'il y a révision de la Constitution dans les pays africains, c'est pour que le chef de l'État en exercice puisse se maintenir éternellement au pouvoir, qu'il se garantisse un troisième, un quatrième, voire un énième mandat. On a constaté chez nous que nous n'avons pas vu ces scènes. Les débats se sont déroulés à l'Assemblée nationale dans le calme. La révision a été adoptée, le test a subi le contrôle de conformité, il a été promulgué, il est entré en vigueur. Et nous n'avons pas vu des gens descendre dans la rue pour s'affronter. Ça, il faut le remarquer et le saluer. Deuxièmement, fait historique, vous l'avez relevé aussi, depuis 1990, c'est la toute première fois que notre Constitution subit des modifications, subit des amendements. Ça mérite d'être signalé parce que nous avons une Constitution qui a battu tous les records de longévité. Ça ne s'est pratiquement jamais vu. Et ça signifie que c'est une Constitution solide que nous nous étions donnée en 90. Elle nous a permis de traverser le temps. Mais il faut reconnaître avec le temps qu'il y a certaines insuffisances qui ont quand même été notées. Et également, aujourd'hui, le contexte n'est plus forcément le même qu'en 90. Et une constitution doit pouvoir évoluer en fonction de l'évolution sociologique, sociétale, en fonction des ambitions de la société. Donc, que notre constitution n'ait pas été touchée depuis 90 jusqu'à aujourd'hui est à la fois une force et une faiblesse. Une force parce qu'elle a tenu dans le temps, elle nous a permis d'affronter un certain nombre de difficultés avec succès. Donc elle a prouvé sa résistance, mais une faiblesse parce qu'il y a eu des adaptations qu'elle aurait pu ou dû subir, mais que pour des raisons ou d'autres, cela n'a pas pu être mis en œuvre jusqu'à aujourd'hui, mais finalement, on y est arrivé. Et de mon point de vue, en tout cas, au regard des dispositions qui ont été amendées, je constate avec plaisir, je constate avec bonheur que non seulement cette révision n'est pas opportuniste, parce qu'elle n'a pas été faite dans le sens de faire plaisir ou d'arranger ou de maintenir ceux qui l'ont opéré dans une position au pouvoir. Et deuxièmement, cette révision permet d'intégrer certains éléments que de façon quasi unanime, je pèse mes mots, quasi unanime, la plupart des acteurs, que ce soit politique ou de la société civile, ont à un moment ou à un autre reconnu comme des questions qui devaient être revues. On va rentrer dans les détails tout à l'heure certainement, et vous allez constater que la plupart des questions qui ont été amendées, la plupart des dispositions qui ont été amendées, portent sur des questions qui ont fait l'objet de plusieurs discussions. On a eu parfois des débats publics au niveau politique, dans des cadres formels. On en a eu au sein d'associations, on en a eu dans des séminaires, dans des ateliers, sur des questions qui ont été rebattues, rediscutées, rediscutées, et qui ont permis de poser un certain nombre de diagnostics et d'aboutir à des propositions qui revenaient de façon plus ou moins cyclique. Donc, ce sont ces questions qui, pour la plupart, ont été débattues déjà à plusieurs reprises et qui, parfois, pour des questions de majorité qualifiée à l'Assemblée, ont subi des échecs en termes de révision.
Ce sont ces questions-là qui, pour la plupart, ont été, encore une fois, je dirais, rediscutées au cours du dialogue politique convoqué tout récemment par le chef de l'État. Et au sortir de ce dialogue politique, ces questions ont été enfin portées à l'Assemblée nationale et ont subi les modifications que nous avons connues. Oui, monsieur Olide, nous allons à présent aborder les questions fondamentales. Je veux parler des articles qui ont été nouveaux, apportés, le nouveau texte qui a été apporté, les modifications. Parlons d'abord de l'article 42, là où on a insisté sur le mandat du président de la République qui ne peut faire plus de 2 mandats. Et quel est votre avis? Parce que ça fait partie des points d'achoppement, des points de divergence qui divisent, qui font que cette constitution n'a jamais été touchée jusqu'à sa date. Très bien. Avant de répondre à cette question, il me plaît quand même de relever un point important. Très bien. Parce qu'en termes de réforme, il faut savoir que toute réforme répond à une philosophie. Très bien. Et c'est cette philosophie qui constitue la trame de tout ce qui se fait comme réforme aujourd'hui au niveau politique chez nous. La philosophie, c'est quoi? Elle part du diagnostic qui a été posé. Un diagnostic, que je dis encore une fois, quasiment unanime, que le système politique tel qu'il fonctionne actuellement ne permet pas effectivement aux partis politiques d'animer la vie politique au Bénin. Alors que notre constitution dit clairement en son article 5, l'ancienne constitution révisée, bien entendu, de 90, dit clairement que ce sont les partis politiques qui animent la vie politique. Mais on a constaté que les partis politiques, non seulement n'animent pas véritablement la vie politique, mais que depuis 1990, aucun parti politique n'a réussi à porter à la présidence de la République un de ses membres. Donc, il était question essentiellement de renforcer les partis politiques pour que ces partis politiques deviennent les véritables leviers, les véritables socles sur lesquels se repose l'animation de la vie politique au Bénin. Donc, c'est cette question de renforcement du système partisan qui constitue un peu la trame de toutes les réformes politiques que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alors, ce décor planté, nous allons certainement rebondir dessus un peu plus loin. Je reviens maintenant à votre question sur les 2 mandats. Ça fait partie de ce que la Cour constitutionnelle, je crois, en 2011, si ma mémoire est bonne, avait qualifié de d'option fondamentale de la Constitution. C'est-à-dire qu'en 90, le constituant originel de 90 a estimé qu'il y avait un certain nombre de points sur lesquels il ne saurait y avoir de révision constitutionnelle. Au nombre de ces points figure la question justement du mandat présidentiel. Il y a d'autres points, la laïcité de l'État, la forme républicaine, et ainsi de suite. Mais il y avait le nombre de mandats et il était déjà écrit dans la Constitution de 90 que nul ne peut faire plus de 2 mandats présidentiels. En réalité, si le législateur, qui est maintenant constituant dérivé en 2019, a voulu ajouter de sa vie, moi je dirais, d'un point de vue technique, que c'est de la redondance. Parce qu'on n'avait pas forcément besoin d'ajouter ça pour signifier que lorsque vous avez fait 2 mandats, vous ne pouvez plus en faire de votre vie. Parce que quand vous prenez l'article 42 qui a été modifié, c'est 2 alinéas. Le premier alinéa dit que le mandat du président de la République est de 5 ans renouvelable une fois. Et le deuxième alinéa disait déjà que nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels. Point. Ce n'est pas plus de 2 mandats présidentiels consécutifs. Il n'y a pas le mot consécutif. C'était nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels. Cela veut dire que vous ayez exercé 2 mandats de façon continue ou discontinue, dès lors que vous en avez exercé 2, vous ne pouvez plus en exercer, à moins, ça c'était pas écrit dans la Constitution, mais c'est de façon générale, à moins qu'il y ait ce qu'on appelle Nouvelle République. C'est-à-dire qu'on adopte une nouvelle Constitution qui introduit une nouvelle République et donc qui ramène les comptes à 0. On n'est pas dans ce schéma-là. Alors donc, dès qu'on avait exclu ce schéma-là, même en n'ajoutant pas de sa vie, c'est qu'il n'était plus question que quelqu'un qui a déjà fait 2 mandats puisse se représenter. Maintenant, c'est qu'en ajoutant de sa vie, l'intérêt que ça a, c'est que même si demain,
il y avait une révision constitutionnelle qui impliquait nouvelle constitution, c'est-à-dire nouvelle république, tant qu'on maintiendra de sa vie, c'est que même ceux qui ont fait déjà 2 mandats sous une ancienne constitution ne pourront toujours pas. Donc ce n'est qu'à ce niveau que se trouve l'intérêt de sa vie. Sinon, tant qu'on est dans la constitution de 90 qui vient d'être amendée, personne ne pouvait faire plus de 2 mandats dans tous les cas. Mais je crois que le législateur a voulu corser en disant, même s'il y a une nouvelle constitution, donc une nouvelle république, vous ne pouvez quand même pas prétendre de cela pour vouloir aller à un 3e mandat si vous en avez déjà fait 2. Donc de ce point de vue, je crois que c'est un verrou supplémentaire qui est apporté par le législateur et qui, de mon point de vue, n'est pas plus mauvais, vu que l'objectif, c'est justement d'éviter que quelqu'un pense qu'il est indispensable au pays et qu'après 2 mandats, il peut encore se permettre une autre fois d'en demander, alors qu'il y a d'autres qui tapent à la porte. Donc pour moi, c'est une bonne chose de le faire ainsi, pour fixer définitivement dans les idées des uns et des autres que si vous avez la chance d'exercer 2 mandats présidentiels, il faut fermer la page et passer à autre chose. Alors, M. Olidé, l'autre nouveauté dans la Constitution modifiée, il s'agit là du poste de vice-président. Vice-président, pourquoi et quel est véritablement son rôle? Parce que là, ça prête à confusion. Merci beaucoup. À ce niveau, je dois déjà vous rappeler que j'aurai 2 principaux repères dans le débat que nous sommes en train de mener. Très bien. Le premier repère, c'est la nécessité de réformer le système partisan. Comme je vous l'ai dit, c'est la trame de fond de toutes les réformes politiques que nous sommes en train de vivre actuellement. Le deuxième repère, c'est le dialogue politique des 10, 11 et 12 octobre dernier. Dialogue au cours duquel les acteurs politiques de la mouvance comme de l'opposition se sont assis et se sont entendus sur un certain nombre de points. Très bien. Alors donc la question de la vice-présidence, de mon point de vue, fait partie des conséquences d'une des recommandations, d'un des points de consensus obtenus au cours de ce dialogue politique. Quel est-il, ce point de consensus? Ce point de consensus, c'est la nécessité d'aller vers des élections générales. Et je rappelle encore une fois que ce point, ce n'était pas la première fois qu'il était discuté au cours de ce dialogue politique. Pour parler de ce dont je me souviens de plus récemment, c'est du séminaire parlementaire sur la charte des partis politiques et celui sur le code électoral organisé l'année dernière par la 7e législature. Débat au cours desquels, séminaire au cours desquels, il avait été question déjà des élections générales. Élections générales dont l'intérêt est justement, d'éviter à notre pays d'être tous les ans en élection. Parce que lorsque vous êtes tous les ans en train d'organiser des élections, le pays tourne pratiquement au ralenti. Absolument. Et chaque fois qu'il y a des élections, c'est les finances de l'État qui sont mises à mal. Donc pour régler ces 2 questions-là, il était déjà question depuis ce temps d'envisager l'organisation d'élections générales. Et ce point est revenu lors du dialogue politique des 10, 11 et 12 octobre dernier, où toute la classe politique présente au dialogue s'est entendue sur le fait d'aller aux élections générales. Alors, aller aux élections générales, ça implique quoi? Ça implique que nous aurons une seule année où toutes les élections vont se dérouler, que ce soit législative, présidentielle ou communale. Alors, lorsqu'on retient ça comme ça, l'implication c'est quoi? La première implication, c'est que si on veut faire des élections générales de façon régulière, il faut que les mandats soient alignés. Or, vous savez que le mandat des députés jusqu'à la révision d'il y a quelques jours était de 4 ans, alors que celui du président de la République et des élus communaux était de 5 ans. Donc, il fallait harmoniser et ramener le mandat des députés de 4 à 5 ans. Première implication. Deuxième implication, c'est qu'il faut trouver un mécanisme qui permette qu'il n'y ait pas de coupure, qu'il n'y ait pas de rupture dans le processus des élections générales. C'est-à-dire que rien n'advienne qui puisse remettre en cause le fait qu'on ait toutes les élections la même année. Et quelle était la meilleure option? On a trouvé que la meilleure option, c'était l'option de vice-président. Pourquoi? Parce que dans la Constitution de 90, lorsqu'il y a un cas de vacance du poste du président de la République en cours de mandat, il y avait soit le président de l'Assemblée nationale
qui prenait le mandat en cours et organisait les élections dans un délai de 45 jours. Ça, c'est au cas où le président démissionne ou décède, ainsi de suite. Ou alors, c'est le président de la Cour constitutionnelle qui prend et qui organise également dans un délai de 45 jours au cas où le président est mis en accusation. Alors, la faiblesse de ces deux options-là, c'était quoi? C'était que dès lors que les élections générales ont déjà été organisées et que le mandat du président est en cours, s'il y a une vacance et que le président de l'Assemblée ou le président de la Cour constitutionnelle doivent prendre le relais et organiser les élections dans un délai de 45 jours, ça fausse le rythme des élections générales. Parce qu'il y aurait une élection présidentielle qui interviendrait en milieu de mandat et donc ça décale automatiquement le mandat du nouveau président. Donc pour éviter cela, il faut trouver une option qui permette que le mandat démarré aille jusqu'à son terme et que les élections générales qui suivront élisent le nouveau président. Et c'est de là qu'est née l'idée de la vice-présidence, ce qui fait que lorsque on élit le vice-président, on l'élit en même temps en ticket avec son vice-président. De sorte que si en cours de mandat, il intervient une vacance pour une raison ou pour une autre, le vice-président finit le mandat commencé et à la fin de ce mandat, les élections générales permettent d'élire un nouveau président. Donc c'est de là qu'est venue l'idée du vice-président. D'aucuns diront, mais quels sont les pouvoirs du vice-président? Exactement, c'est là la grande question. Voilà. Quel serait véritablement son rôle? Voilà, parce qu'en introduisant le vice-président dans le système, alors que jusque-là nous étions habitués au président, si on lui donnait des pouvoirs, on dirait qu'on a remis en cause notre constitution. Donc le législateur a voulu éviter ce piège en disant, tant qu'il n'y a pas vacance, le vice-président n'a aucun pouvoir. Très bien. Il est là, vice-président élu, mais il n'exerce aucun pouvoir tant qu'il n'y a pas vacance. Seulement chancelier de l'ordre national. Exactement, j'en viens. Donc c'est seulement en cas de vacances que le vice-président prend le relais et termine le mandat. S'il n'y a pas de vacances, il n'a pas de pouvoir. Mais puisque le poste de vice-président, c'est quand même d'un certain prestige, il est élu, il a la légitimité que le président a. Donc on s'est dit, il ne faudrait tout de même pas le laisser oisif à ne rien faire. Et donc on s'est dit, le rôle de grand chancelier de l'ordre national du Bénin pourrait revenir au vice-président pour lui permettre également de jouir d'un certain prestige et d'avoir un minimum quand même d'autorité. Voilà. Exactement. Donc c'est pour cela qu'on a pensé à confier la grande chancellerie au vice-président. En dehors de ça, il n'a aucun autre pouvoir jusqu'à la fin du mandat en exercice tant qu'il n'y a pas vacances. Alors, monsieur Olide, nous allons très rapidement profiter de votre présence pour expliquer quelles seraient, c'est-à-dire être un grand chancelier de l'ordre, quelles seraient ses actions en tant que grand maître de l'ordre. Qu'est-ce qu'il aura fait comme qu'est-ce qu'il aura comme rôle à exercer très rapidement pour ceux qui ne savent pas passer. Oui, grand maître de l'ordre national, en fait, qu'est-ce que c'est? Le grand maître de l'ordre, c'est le président de la République. C'est lui qui est le grand maître de l'ordre. Voilà, le grand chancelier, justement, lui, il exerce comme un pouvoir délégué. C'est lui qui retient la liste de ceux qui vont être décorés. C'est lui qui procède aux décorations, aux nominations dans l'ordre du mérite. Lorsque un citoyen, pour un acte qu'il a posé ou bien pour service rendu à la nation, est nominé pour être décoré, c'est le grand chancelier qui s'occupe de ces questions de décoration. Ça se fait déjà. Nous avons actuellement une grande chancelière qui est là. Bon, donc c'est que désormais, au lieu que le grand chancelier ou la grande chancelière soit nommé par le président de la République parmi d'autres personnalités, c'est le vice-président qui jouera ce rôle, qui est déjà connu, qui a un contenu. Il n'y a pas de nouveau contenu à inventer pour qu'on dise qu'on a dénaturé le régime en confiant des responsabilités ou des fonctions au vice-président. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, il y a aussi dans cette constitution modifiée la Cour des comptes. Cette grande question qui a troutiné la tête de beaucoup de personnes et qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Aujourd'hui, c'est chose faite. Le Bénin disposera désormais, et c'est notifié dans la Constitution, d'une Cour des comptes. En fait. Oui, effectivement, la Cour des comptes, c'était une des questions qui, de mon point de vue, était déjà virtuellement réglée depuis très longtemps.
Parce que depuis plusieurs années déjà, cette question revient. La question de la Cour des comptes, la question de la peine de mort qu'il fallait abolir dans la Constitution, la question de l'imprescriptibilité des crimes économiques. Voilà des questions qui ont déjà été débattues plusieurs fois et sur lesquelles pratiquement tout le monde s'entendait pour dire il faut y aller. Il ne restait que l'occasion d'une révision constitutionnelle pour que ces questions-là soient validées et vidées. Parce que le Bénin, si je ne m'abuse, reste le dernier pays de l'UEMOA à ne pas encore disposer de la Cour des comptes. Or, c'est une directive de l'UEMOA qui date de 2009. Donc, pratiquement tous les pays de l'UEMOA, je sais que le Mali, jusqu'à un passé récent, restait avec le Bénin, le dernier pays à ne pas l'avoir institué. Je ne sais pas si en temps ça a été réglé au Mali, mais toujours est-il que dans ce domaine, le Bénin était en train de faire office de bon dernier de la classe au niveau de l'UEMOA. Et plus de grands débats ne subsistaient sur cette question. Il s'agissait de trouver une occasion de révision pour pouvoir la régler. Donc je pense que c'était de bon ton que l'occasion s'étant présentée, que ces questions-là, les trois là que j'ai citées au moins, et sur lesquelles il n'y avait pratiquement plus de débat, soient définitivement réglées. Et je crois que c'est ce qui a été fait. L'article 145 a aussi prévu, il stipule que les conventions de financement soumises à ratification sont ratifiées par le président de la République qui rencontre à l'Assemblée nationale. Ça, c'est nouveau, ce n'était pas ce qui se faisait. Ça, c'est la nouveauté apportée. Et pourquoi ? Effectivement, c'est une des grandes nouveautés que je dirais dans la révision qui est intervenue. Et ça répond à une logique. C'est vrai que c'est un peu gênant, comme ça, tout go, de dire que le président de la République ratifie et vient ensuite rendre compte. C'est comme si on enlevait à l'Assemblée nationale une partie importante quand même de ses prérogatives. Mais je crois que l'objectif, l'idée qui est derrière, c'est de permettre une certaine célérité dans la ratification de certains accords de financement. Je pense bien que j'attends de voir s'il y aura dans la suite de cette disposition, s'il y aura peut-être une autre loi subséquente qui va clarifier un peu plus cette partie. Parce que, pour ce que je me suis laissé dire, lorsque le chef de l'État, lorsque le gouvernement, l'exécutif va dans des négociations de financement avec certains partenaires, et il s'agit d'une catégorie de financement. C'est pourquoi je disais que j'attends de voir s'il n'y aura pas des tests qui vont être plus précis sur la question, parce qu'on ne peut pas donner trop de précision dans une constitution. Il faut des tests subséquents pour clarifier. Il y a une certaine catégorie de financement qui nécessite une célérité dans la ratification, au risque de perdre le financement. Pour éviter les blocages qui suiviennent de l'Assemblée. Les discussions parfois prennent beaucoup. Exactement. Il y a des débats à l'Assemblée qui se tiennent sur la durée et qui font que, du fait de la ratification tardive des accords, les financements en question sont perdus. Je crois que c'est pour régler cette question et permettre d'accélérer le processus de ratification que cette disposition a été introduite. Heureusement, je dis heureusement, il est dit que après, je crois 90 jours après, au plus tard, le gouvernement doit rendre compte à l'Assemblée nationale qui va valider la ratification qui a eu lieu. Donc, l'Assemblée nationale a toujours la possibilité d'étudier la ratification faite par l'exécutif et peut-être même de la remettre en cause. Donc, pour des soucis de célérité, cette disposition a été introduite. Il reste que personnellement, j'attends également de voir dans la pratique comment cela va se réaliser. Je comprends l'esprit, je comprends l'objectif, mais dans la mise en œuvre, personnellement, j'avoue que j'attends également de voir comment cela va se réaliser. Mais ceux qui l'ont proposé et qui l'ont fait adopter ont certainement analysé tous les contours. Je ne suis pas financier, je ne peux pas trop m'avancer sur un terrain que je ne maîtrise pas. Mais je me suis laissé dire que c'est pour ces raisons. Et si c'est pour ces raisons, ça me paraît assez pertinent. Le reste, c'est de savoir comment on organise la formule pour que cela ne devienne pas une porte ouverte à des abus au niveau de l'exécutif. Le service public doit désormais aussi financer les partis politiques. C'est un point important qui a été notifié, marqué dans la nouvelle constitution. C'est pour moi d'ailleurs un des points les plus nodaux, j'allais dire. C'est un point central de la réforme du système partisan.
Et je sais d'ailleurs, je sais que la loi qui l'opérationnalise, la loi sur le financement public des partis politiques a déjà été adoptée également et ratifiée et promulguée par le chef de l'État. C'est un point très important, je disais, parce que une des faiblesses de nos partis politiques aujourd'hui réside dans l'opacité de leur financement. On ne sait pas vraiment comment nos partis sont financés. Il y a les financements occultes, il y a des financements privés dont on ne cerne pas la traçabilité, qui font que finalement, vous avez le sentiment que les partis politiques qui arrivent à s'en sortir sont ceux qui sont financés de façon, j'allais dire, opaque. Puisque le parti politique, c'est quand même une machine qui doit fonctionner et qui a besoin de moyens pour fonctionner. De gros moyens, d'ailleurs. De gros moyens. Ça, je le confirme, je sais de quoi je parle. Qui a besoin de gros moyens pour fonctionner. Alors, lorsque vous avez un parti politique, j'en ai aussi un. J'ai les moyens de financer mon parti. Vous n'avez pas les moyens de financer le vôtre. Nous partons dans une inégalité claire. Nous ne partons pas sur un pied d'égalité et à partir de ce moment-là, le débat politique peut être biaisé, le débat politique peut être faussé parce que celui qui a l'argent vous dépasse de très loin. Et je dirais le combat politique ne se mène plus sur la base des idées, mais plutôt sur la base de qui a plus de moyens que l'autre. Et c'est ça qu'on a vécu depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, où c'est les PDG des partis qui ont beaucoup de moyens, qui font émerger leur parti et les autres n'arrivent pas à s'en sortir. Alors que personne ne sait par ailleurs comment ils font pour mobiliser ces moyens. Est-ce que c'est de l'argent propre? Est-ce que c'est des financements légaux? Ainsi de suite. Donc, il était important, sinon il est important que pour que les partis puissent jouer effectivement leur rôle de façon libre, de façon, j'allais dire, dégagée dans la tête, sans avoir trop de soucis de savoir où est-ce qu'on va trouver les moyens, eh bien, il était important que l'État finance les partis politiques, pour première raison. Deuxième raison, c'est que, comme je l'ai dit, il faut que les moyens, l'argent injecté en politique puisse être retracé. Si on ne retrace pas, c'est là le nid même de la corruption, c'est là le nid du faux, c'est là le nid de l'argent, de tout ce que vous savez que je ne veux pas dire sur ce plateau. Or, si vous voulez contrôler le financement d'un parti, vous devez d'abord mettre ce financement à disposition. Je ne peux pas me battre pour mobiliser mes propres moyens et que vous qui ne savez même pas comment j'ai fait pour vous veniez me demander de vous rendre des comptes. Donc il était bien que l'État puisse financer les partis politiques afin de pouvoir leur demander des comptes et de pouvoir exactement d'avoir un regard sur la gestion qui se fait de ces finances. Donc, la question du financement politique des partis va permettre de régler beaucoup de questions que nous connaissons, la question de la corruption électorale, la question du militantisme, parce que désormais, il ne reviendra plus seulement aux militants et peut-être au président du parti seul de courir dans tous les sens pour chercher de l'argent. Donc, cette question est réglée une bonne fois et je pense que la loi qui l'opérationnalise fixe les critères de mise à disposition de ces financements et en même temps les mécanismes de contrôle de ce financement pour s'assurer que nos partis politiques fonctionnent effectivement de façon licite et de façon réglementaire. Alors, l'autre question aussi très importante et qui doit réjouir la chefferie traditionnelle qui est aujourd'hui reconnue comme des gardiens de nos us et coutumes. La chefferie traditionnelle est d'office reconnue aujourd'hui. Quel est votre avis là-dessus? Bien, de ce côté aussi, il faut dire que qu'on le veuille ou pas, les chefferies traditionnelles sont des réalités sociologiques de chez nous. Très bien. Nos États d'aujourd'hui sont partis de quelque part. Nos royaumes d'antan étaient dirigés par certaines personnalités qui avaient une autorité morale et qui les ont gardés jusqu'à aujourd'hui. Donc, aux côtés de l'État, des structures étatiques que nous connaissons, il y a toujours ces gardiens du temple, ces gardiens de nos coutumes qui sont présents et qui, qu'on le veuille ou pas, influencent le fonctionnement de la société, le fonctionnement de la politique chez nous. Donc, le législateur a voulu reconnaître
ces gardiens du temple, ces chefferies traditionnelles, a voulu les reconnaître et leur donner une certaine place dans l'architecture politique de notre pays. Ce n'est pas mauvais de mon point de vue. Reste à voir comment nous allons l'opérationnaliser. Parce que si il faut reconnaître ces chefferies traditionnelles dans l'état où nous les voyons aujourd'hui, ça risque de poser un problème. Mais je pense qu'il y a une loi qui est déjà une proposition de loi exactement, qui est déjà introduite pour réorganiser, pour nous restituer vraiment et recadrer les chefferies traditionnelles et dire avec précision quel sera leur rôle au niveau politique, puisque ça devient désormais, c'est inscrit dans la Constitution. Dès lors que c'est inscrit dans la Constitution, on peut dire par abus qu'il y aura un rôle politique qui va leur être accordé. Mais quel sera-t-il de façon précise et comment est-ce que cela va être opérationnalisé? Nous attendons la loi qui va organiser tout ça pour être fixée. Très bien, merci. Que ce n'est pas mauvais que des instances qui existent de fait et qui ont rythmé nos États depuis des centaines d'années, qu'on leur donne quand même une place de choix dans notre architecture. Alors, l'autre information, l'autre nouveauté, l'autre actualité, c'est le vote et la promulgation de la loi d'amnistie. Est-ce que ça ne viendra pas, ça c'est une volonté du chef de l'État, d'apaiser la tension politique, parce que ça fait partie des points évoqués, c'est-à-dire des points choisis au cours du dialogue politique. Voilà. Très exactement, et c'est pourquoi je disais qu'un de mes repères dans ce débat sera le dialogue politique. Parce qu'au cours du dialogue politique, beaucoup de questions étaient évoquées, dont justement les questions relatives aux mesures d'apaisement du climat politique. Qui vous souviennent que à la veille, pendant et après les élections législatives de 2019, il y a eu je veux dire pudiquement, des remous dans notre pays, et qu'il y a eu des casses, autant au niveau matériel qu'au niveau même humain. Ça, il faut le dire, cela s'est passé. Absolument. Et évidemment, lorsque dans un État, il y a des situations de ce genre, la logique veut que des poursuites soient lancées, que des enquêtes soient menées, que les responsabilités soient situées et les auteurs sanctionnés. Oui. Or, rappelons-nous tous dans quelles conditions nous avons été. Je ne voudrais pas remuer le couteau dans la plaie, donc je n'irai plus dans les détails, mais les conditions dans lesquelles les élections législatives se sont déroulées et les casses qui s'en sont suivies, je crois que je n'exagère pas en disant que cela relève de responsabilités partagées. Aucun camp ne saurait raisonnablement dire que ce qui s'est passé dans cette période est du seul fait de l'autre camp. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, nous avons tous vécu ce qui s'est passé. Et si l'un et l'autre camp n'avaient pas choisi de rester dans une certaine posture, on n'en serait pas arrivé à ces extrémités-là. Alors, lorsque la situation est ainsi et que tout le monde a constaté les dégâts, alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux possibilités. Parce que toutes les tensions qui s'en sont suivies ont leur origine là. Alors, il y a deux possibilités. Soit on va jusqu'au bout des poursuites en se disant que tension ou pas tension, allons-y quand même, et ça peut se retrouver. La loi reste la loi, on va jusqu'au bout, quitte à ce que les tensions puissent à nouveau dégénérer en des choses qu'on ne pourra pas maîtriser. Ou alors, on s'entend pour dire, ok, il y a eu des choses pas très catholiques, certes, il y a eu des responsabilités de part et d'autre, mais on passe l'éponge, on ferme les yeux surtout pour permettre que tout le monde s'apaise et qu'on puisse avancer sereinement. Je pense que c'est cette dernière option qui a prévalu au cours du dialogue politique. Et je me souviens même que la question des mesures d'apaisement, c'était une des questions soulevées par l'opposition qui a insisté pour qu'elle soit inscrite à l'ordre du jour. Donc, lorsque ce point a été inscrit à l'ordre du jour, qu'il a été discuté, et que de commun accord, les participants se sont entendus pour dire « allons vers des mesures d'apaisement, passons l'éponge sur tout ce qui s'est passé », qu'est-ce qui permet de faire cela? Il n'y a que la loi d'amnistie. Et donc, c'est cette loi qui a été votée à l'Assemblée et qui permet d'amnistier tous les auteurs des faits criminels, délictuels ou contraventionnels qui ont eu lieu dans la période des législatives de 2019. Donc, pour moi, cette loi étant la résultante de l'accord
politiques intervenues au cours du dialogue, ça ne devrait pas faire l'objet de polémiques, outre mesure, parce que ça permet de calmer les uns les autres, de libérer ceux qui étaient déjà dans les liens de la détention, ne serait-ce que provisoire, dans ce cadre, et de laisser, ou bien d'arrêter les poursuites envisagées encore par rapport à d'autres personnalités. Donc, pour moi, il n'y a plus de polémique à mener autour de cette question. Tout le monde, je dis tout le monde, les forces politiques se sont entendus pour dire allons-y comme ça pour calmer les choses, à moins qu'on ait intérêt encore à remuer le couteau dans la plaie. Il faut fermer cette page et passer à autre chose. Et penser véritablement à l'avenir. Nous allons aborder à présent la grande question du nouveau code électoral qui a été voté, promulgué. Monsieur Oloïdé, vous êtes là dans votre marigot, un nouveau code électoral pour tout le peuple béninois, pour situer, pour que tout le monde soit au même pied d'égalité. Quel est votre avis et quels sont les points importants qui vous paraissent véritablement importants et possibles, acceptables pour que le calme règne dans le pays? Merci bien. Je dirais que je vais d'abord commencer par émettre, je dirais, un regret. Un regret? Oui. Et pourquoi? Je dirais que je vais commencer par émettre un regret, mais ce n'est pas fondamental. D'accord. Mais pourquoi j'émets un regret? Parce que la loi 2013-06, le portant code électoral qui vient d'être abrogé, cette loi-là, lorsqu'elle était votée en 2013, l'objectif c'était de doter enfin le Bénin d'un code électoral stable qui ne serait pas retouché à la veille de chaque élection, bref, qui nous permettrait d'organiser plusieurs élections dans le temps. Donc, ce code de 2013 était censé nous faire organiser des élections sur plusieurs années avant toute retouche éventuelle. Bon, malheureusement, en 2019, à peine 6 ans plus tard, nous voilà en train de l'abroger pour voter un nouveau code électoral. C'est juste ce regret que je voulais exprimer. Mais quand j'ai fini de dire ça, je dis ensuite, bon, est-ce que c'est quand même pertinent de procéder ainsi? Je répondrai oui. D'accord. Oui, pourquoi? Oui, premièrement parce que en 2013 était le premier code électoral que nous adoptions, qui était, comme je l'ai dit, censé nous garder dans la durée. Or, quand vous adoptez pour la première fois quelque chose, il est évident que vous ne pouvez pas tout cerner du premier coup. Première raison qui peut expliquer qu'on puisse faire des remises en cause. Deuxième raison, c'est que à la mise en œuvre, on s'est rendu compte que certaines dispositions de ce code ont posé problème. Non pas dans les principes établis dans le code, non pas forcément dans les options faites, mais, je l'ai bien précisé, dans la mise en œuvre, c'est-à-dire dans l'application. On s'est rendu compte que certains partis politiques, sinon de nombreux partis politiques, ont éprouvé des difficultés à satisfaire aux conditions prévues dans le code. Ce qui a fait qu'il vous souvienne que certains partis politiques qui ont réussi à obtenir le quitus de leur existence légale, certificat de conformité pour les uns, récépissé pour les autres, qui ont réussi à passer ce cap et donc qui ont acquis leur existence légale, n'ont tout de même pas pu participer aux élections législatives parce que justement, ils n'ont pas réussi à respecter certaines dispositions du code électoral et ont été recalés à la Sénat. Donc, est-ce qu'il fallait quand même maintenir cette disposition-là en sachant que dans l'application, beaucoup de partis ont du mal à respecter les dispositions, ou bien est-ce qu'on s'entend pour dire ramener un peu les choses, rendons les choses un peu moins dures pour permettre que le maximum, que tout le monde puisse y participer. Deuxième raison objective pour laquelle on pouvait retoucher au code électoral. Troisième raison enfin, et qui pour moi explique le fait qu'on n'ait pas procédé juste à des amendements, mais qu'on ait carrément abrogé l'ancien pour adopter un nouveau. Cette troisième raison réside justement dans les amendements intervenus au niveau de la Constitution. Parce que la révision constitutionnelle a induit carrément de nouvelles options qui doivent forcément être traduites dans le code électoral qui en est une loi subséquente. Lorsque vous prenez la question des élections générales, il faut forcément que ce soit
que cela rejaillisse dans le code électoral. Sinon, on ne peut pas organiser les élections générales. Absolument. Lorsque vous prenez la question de l'élection du président et du vice-président en ticket, cela n'existait pas. Il faut adapter le code électoral. Vous allez à la question de la liste électorale. Jusqu'à présent, nous avons une liste électorale permanente informatisée, mais qui expire en 2021. D'accord? Une liste électorale qui a été réalisée, sinon extraite d'une base de données issue du RENA, le recensement électoral national approfondi. Mais n'oubliez pas qu'entre-temps, après que le RENA a été effectué, il y a eu une autre opération qu'on appelait le RAVIP, plus exhaustive et plus globalisante que le RENA, et qui nous a permis aujourd'hui d'avoir une base de données plus large. Alors, est-ce qu'on ignore cette nouvelle base plus large, plus exhaustive, plus actuelle, au profit de l'ancienne, oui, plus ou moins caduque, plus ou moins dépassée? Bien sûr. Ou bien est-ce qu'on se remet au goût du jour pour profiter de tous les bienfaits de ce qui a été réalisé entre-temps? Donc, tout ça là devait être pris en compte dans le code électoral réaménagé. Et donc, en mettant tout ça bout à bout, le législateur s'est rendu compte que s'il faut procéder juste à des amendements, ça risque d'être fastidieux. Donc, le législateur s'est dit, autant carrément abroger l'ancien et prendre un nouveau code qui prend en compte toutes ces modifications-là. Donc, voilà un peu la genèse de l'adoption d'un nouveau code électoral qui donc prend en compte les principaux amendements intervenus dans la révision constitutionnelle, auxquels sont ajoutées certaines corrections de failles constatées antérieurement. Alors, nous allons aborder les innovations apportées dans ce nouveau code. Il y a désormais l'instauration d'un conseil électoral de ses membres en remplacement de la Sénat, dont le mandat lui expire en juillet 2021. Monsieur Oluyide, voilà cette nouveauté. Et puis, on parle également du conseil électoral qui est doté d'une direction générale des élections. Très bien. Quel est votre avis là-dessus et quelle analyse en faites-vous? Bien. Je voudrais déjà clarifier qu'en réalité, le Conseil électoral ne remplace pas la Sénat. La Sénat ne disparaît pas en réalité. D'accord. Mais elle est plutôt réformée. Je vous explique. La Sénat, désormais, c'est l'ensemble des deux instances, Conseil électoral, Direction générale des élections. Très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, ce que d'aucuns appelaient la Sénat New Look va être constituée. La Sénat existe, mais elle est constituée de deux organes. Un premier organe, qui est le Conseil électoral, qui aura une configuration qui ressemble à celle que nous connaissons actuellement de ses membres. Presque politique. Voilà, merci beaucoup pour le mot. Et donc, un représentant de la majorité parlementaire, un de la minorité parlementaire, un représentant du chef de l'État, un représentant du chef de file de l'opposition, et puis un magistrat élu par ses pairs. Ce n'est plus comme actuellement où les magistrats vont désigner 3 personnes et l'Assemblée va les choisir. Non, le processus finit au niveau des magistrats qui élisent un des leurs qui va siéger au niveau du Conseil électoral. Et ce Conseil électoral, qui, comme vous le voyez, est constitué de personnes provenant de chapelles politiques, va rester dans un rôle politique. Va fonctionner comme un conseil d'administration qui va se retrouver peut-être 2 fois par an parce que n'oubliez pas que nous avons désormais des élections générales et donc on aura des élections que tous les 5 ans. Alors, l'organe politique ne va pas venir s'asseoir pendant 5 ans à ne rien faire de façon continue. Donc, c'est cet organe politique qui s'appelle désormais conseil électoral qui va fonctionner un peu comme un conseil d'administration qui aura 2 sessions par an pendant 4 ans et pendant l'année électorale peut siéger de façon continue pour pouvoir permettre pour faciliter les opérations d'élection et tout ce qui va se passer. Et à côté de cet organe politique qui gère comme un conseil d'administration, il y aura maintenant l'organe opérationnel technique qui est la direction générale des élections, qui va fonctionner comme un organe technique qui s'occupe véritablement de la préparation et de l'organisation des élections. Et c'est cet organe qui va être coiffé par le directeur général des élections, qui va être recruté par appel à candidature. Appel à candidature, là il faut le préciser. Ce n'est pas nommé, c'est un recrutement qui est lancé. Recrutement par appel à candidature qui est effectué par le conseil électoral, puisque je vous ai dit, il va fonctionner comme un conseil d'administration qui va recruter le directeur général des élections, évidemment en relation avec
le ministère de la fonction publique, puisqu'il va s'agir d'un recrutement qui va se faire dans les règles de l'art. Et donc, celui qui est recruté avec des directeurs techniques et toute la suite, il sait que lui, il est là pour le travail technique. Et c'est cette structure technique qui travaille à plein temps. Très bien. C'est cette structure technique qui travaille à plein temps pour qu'on ne se dise pas, à la veille des élections, il y a encore des problèmes de bulletins par ici, il y a un bureau de vote qui n'a pas ouvert par là-bas. Il aura eu 5 ans, l'organe technique, pour ne s'occuper que de la préparation de l'organisation technique des élections. Donc pendant que les politiques seront peut-être en train de se manger le nez de l'autre côté, eux, ils vont se concentrer sur le travail technique. Pour qu'on ait des élections clean. Exactement. Donc pour que les contradictions politiques n'empêchent pas la Sénat de s'occuper des aspects techniques, parce que c'est un peu ça, ce qu'on vit avec une Sénat uniquement politique. Donc c'est pour donc donner une place de choix aux techniciens qui vont nous permettre d'avoir des élections bien organisées, pendant que les politiques seront dans un rôle de facilitation et de contrôle que ce nouveau schéma est imaginé. C'est le schéma qui est actuellement en vigueur au Cameroun, par exemple. Oui. Le directeur général des élections au Québec, c'est un directeur général des élections. Il y a des pays qui l'ont déjà expérimenté. Et ça marche. Et ça marche parce que ça permet, comme je l'ai dit, de distinguer le politique du technique. Chacun fait son travail et on n'a pas beaucoup d'accros. Donc, si nous avons opté pour une réforme au niveau électoral, en allant vers des élections générales, il était bon qu'au niveau de l'organe également, qu'un certain nombre de mesures soient prises pour qu'on ne se retrouve pas en difficulté au dernier moment. Parce que cette fois-ci, s'il y a des problèmes par rapport à l'organisation des élections, ça va se ressentir sur les élections générales et ça risque de fausser complètement le débat, alors que tout ça est déjà fixé dans la Constitution. Donc, pour moi, c'est une des meilleures innovations au code électoral actuel. Et sans vouloir être prétentieux, je me permets de rappeler qu'il y a 1 an environ, lorsqu'on était au séminaire parlementaire sur le code électoral, c'était ce schéma que j'avais proposé, puisque j'avais été sollicité comme consultant à l'occasion, et dans la communication que j'avais présentée, c'est ce schéma-là que j'avais proposé. Et je me réjouis que les parlementaires l'aient adopté et l'aient introduit. Je pense que lorsque nous allons l'expérimenter, nous remarquerons une amélioration par rapport à l'existant. Voilà. La liste électorale informatisée remplace désormais l'EPI. Pour ceux qui ne comprennent pas, pour certains, ça prête à confusion. La liste électorale informatisée, l'EPI. Monsieur Clotaire Olioide, est-ce que vous pouvez apporter quelques clarifications sur ce plan-là pour que tout le monde soit situé de façon claire? Très bien. Si on doit apporter des clarifications à ce niveau, on ne va pas trop s'attarder sur les terminologies. D'accord. D'accord? Parce que l'EPI, c'est quoi? Liste électorale permanente informatisée. Très bien. L'EI, c'est quoi? Liste électorale informatisée. Donc, le P disparaît. Oui. Alors, mais quel est le thème qui est commun aux deux? Liste électorale informatisée. Au fait, de quoi est-ce qu'on a besoin pour organiser une élection? On a besoin d'une liste fiable, d'une liste numérique, qu'on peut sécuriser, qu'on peut vérifier, qu'on peut contrôler. Alors, qu'elle soit permanente, informatisée ou informatisée, le plus important, c'est que ce soit informatisé et fiable. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ce qu'il faut retenir, c'est le processus de réalisation de l'une ou de l'autre. D'accord. La LEPI, quel est son processus de réalisation? Il y a eu un recensement électoral national approfondi, RENA. Ce RENA a pris en compte les citoyens à partir de 8 ans. À partir de 8 ans, on recueille vos données personnelles nominatives. Et à partir de 12 ans, aux données nominatives et personnelles, on ajoute les données biométriques, c'est-à-dire les empreintes, les photos et tout ça. Ça veut dire que dans la base de données issue du RENA, du recensement électoral national approfondi, nous n'avons pas les citoyens de 0 à 8 ans, du tout. Très bien.
ils ne sont pas dans la base de données. Nous avons les citoyens de 8 ans et plus dans la base de données. Mais encore, dans cette catégorie qui est dans la base, nous n'avons pas les données biométriques de ceux qui ont de 8 à 12 ans. C'est cela. Vous voyez? Oui. Est-ce que vous voyez? Bien sûr. Et c'est de cette base qu'on extrait la LEPI, qui est constituée de ceux qui ont 18 ans et plus, donc qui ont l'âge de voter. Est-ce que vous avez cerné le processus de réalisation de la LEPI? Donc, lorsque nous prenons ce processus-là, c'est lui qui est en train d'être expérimenté actuellement et qui va nous mener jusqu'à 2021. Et je vous ai dit tantôt qu'entre-temps, c'est-à-dire le processus initial de la LEPI, c'est 2009-2010, n'est-ce pas? Si vous vous souvenez. Bien sûr. La LEPI actuelle, le processus initial, c'était 2009-2010. Je ne voudrais pas offenser mon ami, mon camarade de parti. On disait à l'époque LEPI Bako Bakle. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, c'est cette LEPI de 2009-2010 qui est en cours. Mais n'oubliez pas qu'entre-temps, en 2016-2017, il a été lancé le processus du RAVIP. Oui. D'accord? Bien sûr. Qui est le recensement administratif à vocation d'identification de la population, qui en réalité recueille les mêmes informations des mêmes citoyens, mais à la différence que cette fois-ci, on prend en compte depuis la naissance. Vous me suivez? Bien sûr. On prend le recensement, le processus du RAVIP prend en compte les citoyens depuis leur naissance, prend en compte les citoyens béninois vivant à l'étranger, prend en compte les étrangers vivant au Bénin. Donc, c'est 3 points importants, qu'il ne faudrait pas négliger. Voilà. Et depuis leur naissance. Donc, c'est une base plus large, plus complète, plus exhaustive. Et cette base-là existe. Elle est là. D'accord. Elle est là. Entre la base réduite à 8 ans et plus, avec encore un séquencement à l'intérieur, et la base de 0 à X, qu'est-ce qui devrait nous être plus profitable pour extraire une liste fiable? C'est bien évidemment la base de l'âge, bien fournie. Très bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En 2021, la LEPI va arriver à son expiration. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on dit, la LEPI est arrivée à son expiration, reprenons encore un processus de REDA pour aller encore vers une nouvelle LEPI? Ou bien, utilisons la base la plus exhaustive qui est disponible, qui est sécurisée, dont nous allons tirer une liste électorale fiable pour aller aux élections. Le débat certainement se fera en son temps. Mais, de mon point de vue, ce qui va se passer, si nous voulons vraiment avancer, ce sera de profiter de la base la plus exhaustive qui existe. Et ce qui va être extrait à ce moment-là, est-ce qu'on l'appellera encore l'EPI? Est-ce qu'on l'appellera autre chose? Ce qui est sûr, ce sera une liste électorale informatisée. C'est pour ça, certainement, que le législateur a mis simplement liste électorale informatisée. En attendant que le moment venu, on décide si on l'appelle, si on ajoute encore, on appelle encore l'EPI, ou si on l'appelle autre chose, ou si on l'appelle l'EI. Quel que soit le nom qu'on lui donnera, ça restera quand même une liste électorale et ce sera informatisé. Donc c'est pour éviter de rentrer certainement dans toutes ces supputations tout de suite que le législateur a dû mettre dans le code électoral qu'on ira désormais aux élections avec une liste électorale informatisée. Comment est-ce qu'elle va être faite le moment venu? On avisera certainement, mais en sachant que la LEPI actuelle aura déjà expiré. Très bien. Notre intérêt sur la question de la liste électorale, et j'ai eu l'occasion d'en parler aussi plusieurs fois, c'est la question de ceux qui réalisent la liste électorale. Quelle est l'instance qui réalise aujourd'hui la liste électorale? C'est le COS-LEPI. Le comité d'orientation et de supervision de la LEPI, qui est constitué de qui? Des députés à l'Assemblée nationale. Les mêmes députés qui réalisent la liste électorale sont également candidats après
aux élections qui seront organisées avec cette même liste électorale, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et chaque année, on met en place le COSLEPI pour actualiser une liste électorale qui en réalité ne servira pas pour une élection s'il n'y a pas d'élection cette année-là. Ça n'a pas d'intérêt majeur. Ça n'a pas d'intérêt majeur. L'intérêt de la révision, de l'actualisation d'une liste électorale se pose surtout dans l'année électorale. C'est dans l'année électorale qu'on peut organiser une révision des listes, une actualisation large comme ce que nous voyons actuellement. Et qui va susciter des intérêts. Exactement. Tout le monde aura les regards arrivés sur ce qui se passe. Alors qu'actuellement, tous les ans, on met en place un COSLEPI qui fait une actualisation qui au final ne sert à rien lorsqu'il n'y a pas d'élection. Alors qu'en même temps, on a mis en place une agence qui est censée être un organe technique qui actualise aussi au fur et à mesure les données de la base. Donc, tout ça là, ça fait trop lourd et inutilement budgétivore. Et pour régler ça, le législateur a estimé également qu'à partir de 2021, où la LEPI aura expiré, le COSLEPI aussi devra disparaître pour laisser l'organe technique faire l'actualisation sans qu'on ait besoin de déployer tout le temps du matériel, des finances pour le faire et que ce soit dans l'année électorale qu'on fasse véritablement une actualisation pour permettre d'aller aux élections. Donc, pour moi, tout ça, c'est tout bénéfice et pour les finances publiques et pour le citoyen ordinaire qu'on ne va plus fatiguer tout le temps pour des opérations qui, au final, n'en valent la peine que dans l'année électorale. Très bien. Alors, nouveauté, innovation, on va toujours en parler. L'autre question du parrainage. Le parrainage duo entre le président et le vice-président, 10% et ou député maire. Beaucoup s'interrogent sur la question, comment est-ce que cela va se passer et qu'est-ce que cela veut dire, Monsieur Cloté, qu'est-ce qu'on peut retenir de façon claire et terre à terre pour permettre à la population, à tous ceux qui nous suivent, de comprendre le processus du parrainage. Très bien. Partons d'abord du principe du parrainage. C'est quoi le parrainage? Le parrainage, c'est une formule qui permet de donner plus de légitimité à un candidat à une certaine fonction. Lorsque vous voulez être candidat à une élection majeure dans un système présidentiel, c'est-à-dire vous voulez être candidat à une élection présidentielle dans un système qui est le nôtre, il y a plusieurs manières possibles, plusieurs formules possibles de faire la présélection. Puisque candidat, c'est une sélection. Absolument. Il y a plusieurs manières possibles de faire cette sélection. Une manière possible, c'est d'aller au-delà des critères classiques que nous connaissons, la nationalité, le casier judiciaire vierge, ainsi de suite. Une des formules possibles, c'est ce que nous connaissons sous le nom de caution. Vous devez déposer une caution avant d'être candidat. La caution, quelle est sa faiblesse? Sa faiblesse, c'est que vous pouvez débarquer de n'importe où. Vous avez beaucoup d'argent. On ne sait pas trop comment vous avez gagné l'argent. On dit qu'il faut payer une caution. Ben vous payez votre caution, vous êtes candidat. Et il n'y a pas d'autre filtre, à part les critères ordinaires dont j'ai parlé tantôt. Il n'y a pas d'autre filtre que la caution, que l'argent. Et avant le code électoral qui vient d'être abrogé, c'était quoi? C'était combien la caution? C'était 30 millions. Et ça fait que nous avons connu des candidatures de toute nature. Je ne veux pas utiliser un autre mot pour ne pas être trop dur. Nous avons connu des candidatures de toute nature parce que mobiliser cette somme-là n'était pas très compliqué pour certains. Donc vous aviez des gens qui avaient peut-être de l'ambition, qui avaient de la compétence, qui avaient même peut-être un soutien populaire derrière, mais qui n'avaient pas la capacité de mobiliser la caution pour pouvoir être candidat. Pendant ce temps, vous aviez d'autres qui, par des moyens ou d'autres, pouvaient réunir aisément la caution, mais qui en réalité derrière, excusez-moi le terme, n'en valaient pas vraiment la peine. Et finalement, c'est ceux qui réussissent à trouver l'argent, qui passent le filtre, quoique peut-être incompétents, ou soutenus par personne,
pendant que ceux qui pouvaient faire le job, effectivement, parce qu'ils n'avaient pas des moyens, étaient laissés sur le carreau. Alors, pour régler la question, le législateur a, dans le code abrogé, pensé à remonter le niveau de la caution. C'est pour ça que vous n'avez pas oublié le tollé que cela a suscité. La caution était passée à 250 millions, soit 10% des montants de campagne autorisés. Absolument. À l'époque, j'étais venu sur votre plateau ici, on en avait parlé, et je disais que, pour ce qui me concerne, ce n'était pas forcément la meilleure option. C'était une option comme une autre pour essayer de limiter les candidatures fantaisistes, mais ce n'était pas forcément la meilleure option. Il y avait mieux. Et le mieux pour moi, je l'avais dit, c'était la question du parrainage. Et je disais, en attendant que le législateur soit prêt pour franchir ce pas, allons-y par rapport au cautionnement élevé, mais ce n'était pas encore ça pour moi, la solution définitive. Il fallait aller vers le parrainage. Quel est l'intérêt du parrainage? Le parrainage permet déjà de voir qui sont ceux qui peuvent prétendre être des candidats sérieux. D'accord. C'est-à-dire qu'ils peuvent prétendre avoir derrière eux quand même un certain nombre de personnes qui pouvaient leur apporter leur suffrage pour qu'à la fin, on ne les retrouve pas avec des 0%, des 0,%, des 1%, des 2%, ce qui est franchement ridicule pour quelqu'un qui aspire à une fonction de ce genre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver un moyen de faire porter leur candidature par le peuple, par une fraction, ou tout au moins une fraction du peuple, quitte à ce que, quand ceux-là leur auront donné leur caution pour être candidats, ils parviennent à en conquérir d'autres pour compléter et aller à la magistrature suprême. Et donc, c'est ça la question du parrainage. De mon point de vue, cela donne plus de crédibilité et de légitimité à une candidature que la simple question de la caution. Ça ne veut pas dire que la caution est annulée, mais vous aurez remarqué qu'en adoptant le système du parrainage, le législateur a baissé drastiquement la caution. Qu'il a ramené à 50 millions. 50 millions, 200 millions. De 250 millions à 50 millions. C'est important. Parce que justement, la caution n'est plus le facteur déterminant. Il y a un autre facteur à côté qui permet de bloquer ceux qui pourront trouver l'argent, mais qui n'auront pas le profil adéquat pour faire le job. Et donc, lorsqu'on a retenu ce principe de parrainage qui consiste à faire porter les candidatures par une certaine frange de la population, comment on détermine maintenant la frange en question qui parraine la candidature? Dans l'amendement, la révision constitutionnelle, consécutive bien sûr aux recommandations du dialogue politique, il a été prévu que ce parrainage soit porté par les élus. Parce qu'on a la possibilité de faire porter directement par la population ou indirectement par les élus qui représentent la population. Des pays comme le Sénégal ont fait l'option du parrainage par les populations, par une certaine frange des électeurs, directement. C'est ce qui se fait au Sénégal jusqu'à aujourd'hui. Il y a le système de parrainage qui existe là-bas. Mais eux, ils ont fait l'option de faire parrainer les candidatures par une certaine frange d'électeurs. Il y a aussi la possibilité, comme je l'ai dit, de faire parrainer plutôt par des élus, mais qui, en définitive, revient à les faire parrainer par les populations, puis les élus sont les représentants de la population. Et donc, c'est plutôt l'option d'élus pour parrainer qui a été faite au dialogue politique, qui a été transcrite dans la Constitution révisée. Vous voyez. Maintenant, quand on a dit élus, on a plusieurs catégories d'élus. Les députés, le chef de l'État est un élu. Bien sûr. Bon, c'est lui qui est en cause, il ne peut plus être concerné. Très bien. Les députés sont des élus. Les conseillers communaux sont des élus. Les conseillers locaux, les chefs de village et tout, sont des élus. Aussi. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Est-ce qu'on retient que tous les élus, quels qu'ils soient, vont être pris en compte? Ou bien est-ce qu'on restreint le champ des élus en question? Le législateur a fait l'option de la restriction du champ des élus aux élus à l'Assemblée nationale et aux maires. Pas les élus, tous les élus communaux, mais les maires des communes. Vous comprenez? Très bien. Donc, ça fait qu'aujourd'hui,
lorsque vous voulez être candidat à une élection présidentielle, vous faites porter votre candidature, vous faites parrainer votre candidature par des élus à l'Assemblée nationale ou des maires. À un certain pourcentage, le législateur a retenu 10%. Donc si vous avez 10% de parrainage d'élus nationaux, c'est-à-dire les députés, et ou de maires, vous pouvez prétendre déposer une candidature. Parce que d'abord, quand vous faites parrainer par un maire, c'est beaucoup d'électeurs derrière. Exactement. Pour un député, n'en parlons plus. Vous avez tout compris. C'est pourquoi je disais que c'est une façon de faire toujours parrainer par les populations, mais de façon indirecte. Maintenant, comme je l'ai dit, on aurait pu élargir pour dire tous les conseillers communaux au lieu de dire uniquement les maires. Mais le risque là, c'est quoi? C'est que plus vous élargissez, plus vous ouvrez le marché, entre griffes, préélectoral. Parce que chaque candidat partira à la conquête des conseillers communaux. Oui. Et si dans notre système est partisan en cours de réforme, qui n'est pas encore bien consolidé, si on ouvre toute cette boîte de Pandore là tout de suite, il n'est pas exclu qu'on observe toutes sortes de comment je vais appeler le mot, toutes sortes d'acrobaties. Il n'est pas exclu qu'on observe toutes sortes d'acrobaties et finalement, on risque de fausser encore le jeu. Alors que si c'est un maire, le maire, c'est quand même plusieurs filtres. C'est d'abord les populations qui élisent les conseils. Les conseils se réunissent pour élire le maire. Pour qu'un maire se permette de faire des infidélités à son parti, pour aller donner sa signature à un candidat d'un autre parti, ce serait très difficile, surtout avec le château des partis. C'est pareil pour les députés. Oui. Donc, certainement pour tout ça, le législateur a dit autant restreindre pour permettre de quand même contenir la question dans un certain cadre restreint pour ne pas ouvrir un marché préélectoral avant même les élections. Il faut retenir plutôt les députés et les maires. Mais vous pouvez avoir 10% uniquement des maires, vous pouvez avoir 10% uniquement des députés, vous pouvez avoir 10% de maires et de députés. Tout est accepté. L'essentiel, c'est que ce soit ces deux collèges-là. Donc voilà l'option qui a été faite par le législateur. Si vous arrivez à obtenir 10%, ça fait 16, parce que nous avons 77 maires, 83 députés, ça fait 160, 10% ça fait 16. Si vous arrivez à obtenir 16 signatures de ces élus-là, et que vous avez les 50 millions, vous pouvez être candidat. Donc ça veut dire que vous êtes représentatif, vous émanez forcément d'un parti politique qui vous reconnaît et qui ont eu le temps de vous observer, d'étudier votre évolution comme ça se passe ailleurs. Vous ne pouvez plus débarquer du jour au lendemain à la tête du pays et fonctionner comme si vous êtes président, il n'y a plus personne, c'est vous. Il y a une machine derrière et si vous voulez dérailler pour parler trivialement, eh bien ces personnes-là vous diront tu n'es pas seul, c'est nous qui t'avons aidé à arriver. Tiens compte de ce que les populations disent. Donc, c'est pourquoi je dis que c'est une forme de légitimation, une sorte de pré-légitimation du candidat avant qu'il ne soit légitimé par le vote populaire. Donc, pour moi, c'est quand même un critère de sélection assez démocratique que nous gagnerons à expérimenter. Ça nous permet de gagner quoi? Premièrement, ça nous permet de consolider les partis politiques. Très bien. N'oubliez pas, je vous ai dit, ma deuxième référence, à part le dialogue politique, c'est le renforcement du système partisan. Ça nous permet de renforcer les partis politiques. Parce que désormais, puisque les élus désormais sont issus, en tout cas les élus communaux et les élus à l'Assemblée, sont présentés par des partis politiques, donc sont issus de partis politiques, et que avant, et là c'est une autre innovation sur laquelle on va revenir tout à l'heure, avant de faire valider votre siège au niveau de votre commune, votre parti doit avoir obtenu 10% des suffrages au niveau national, comme pour les députés. D'accord? Il faut passer tous ces filtres-là avant d'arriver au niveau d'élu. C'est pas évident que quelqu'un qui a fait tout ça au sein d'un parti se permette après de faire des infidélités au parti. Il sera sanctionné tout de suite. Donc ça permet de renforcer les partis politiques et de maintenir les élus dans la ligne du mandat qui leur a été accordé par les populations. Parce que lorsque vous avez demandé à être élu, vous avez présenté un projet, vous avez représenté un parti. On vous élit et après votre élection, vous passez de l'autre côté. Vous trahissez en fait le mandat qui vous a été donné. Alors que maintenant, avec tous les filtres qui sont posés, ça va être compliqué pour vous de changer
de bord et donc de trahir le mandat qui vous a été donné. Donc ça fait que ça consolide les bases des partis politiques. Première chose. Deuxième chose, ça va nous permettre de réduire considérablement les candidatures. Excusez-moi encore le mot, fantaisistes à l'élection présidentielle. Parce qu'en fixant à 10% le taux qu'il faut obtenir de parrainage avant d'être candidat, eh bien, ça fait que désormais, on ne peut pas avoir plus de 10 candidats à l'élection présidentielle. On peut avoir moins, mais on ne peut pas avoir plus. Parce qu'aucun élu ne peut donner parrainage à 2 candidats. Il ne peut donner qu'à un seul. Or, lorsque vous êtes 160 et qu'il faut obtenir 16 signatures avant d'être candidat, si c'est réparti équitablement, c'est qu'on ne peut pas avoir plus de 10 candidats qui obtiennent 16 signatures. Maintenant, si c'est déséquilibré, c'est qu'on aura moins de candidats. Mais on n'aura jamais plus de 10 candidats. Alors, c'est une façon, petit à petit, d'assainir, de restreindre le champ de la candidature à l'élection présidentielle, qui est quand même le socle même de notre système politique. Voilà. Et donc, lorsque vous voulez postuler à ce niveau-là, il faut avoir un certain sérieux, une certaine crédibilité. 20 candidats, 30 candidats, 50 candidats, et après on entend peut-être à 0, quelque chose pour ça. C'est ridicule, c'est ridicule. Donc, ça nous permettra d'aller vers cette restriction, où nous aussi au Bénin, d'ici à là, peut-être en 2021 déjà, comme les grands pays, nous pouvons dire on a 3 candidats, on a 5 candidats, on a 6 candidats. Oui, ça fait plus sérieux que de dire on a 30 candidats pour une élection présidentielle. Mais ce n'est pas un banc présidentiel, on a parlé de chaise présidentielle. Ce n'est qu'un fauteuil. Voilà. Comme dirait un ami politique qui dit, ce n'est qu'un fauteuil, je ne peux pas me pousser pour que vous vous asseyez à côté. Si c'était un banc, on s'entendrait. Donc, pour une fonction aussi prestigieuse, aussi noble, il faut que nous trouvions les moyens de réduire les prétentions fantaisistes. Et ça, c'est très important pour un système politique dont la clé de voûte est le président de la République. Donc, de ce point de vue, je ne vois pas trop de polémiques à instaurer autour de cette innovation. Je ne vois pas trop de polémiques à instaurer autour, sauf à vouloir continuer dans la fantaisie à laquelle on nous a habitués. Mais je crois que notre pays mérite mieux que ça. Et cette avancée, personnellement, je la salue. Et je me dis que ça nous permettra de nous démarquer encore une fois en tant que pays démocratique en Afrique de certains autres pays qui, je vous assure, vont commencer par nous copier d'ici à là. Ce que nous sommes en train de faire là, les autres pays nous observent. Absolument. Et je suis certain que d'ici à là, beaucoup de pays vont nous copier pour améliorer leur système démocratique. Très bien. Alors, Monsieur Oludé, nous allons, vous l'avez abordé tout à l'heure dans vos explications, la question du pourcentage par rapport sur le plan national pour valider un siège. Alors là aussi, quelle a été la vision du législateur en instaurant, en mettant ce point important? Là également, comme je l'ai dit tantôt, revenons toujours à ma référence, la consolidation du système partisan, la prépondérance des partis politiques sur les individus. C'est ça la philosophie de base. Voyez-vous, nous avons expérimenté cela pour les législatives passées et le dialogue politique, ça n'a pas été remis en cause, contrairement à ce que les gens auraient cru avec tout ce qu'on avait entendu par le passé. Non, ça n'a pas été remis en cause. Au contraire, ça a été réaffirmé. C'est pourquoi c'est revenu. Tous les partis politiques à ce dialogue. Vous dites, oui, c'est un bon baromètre pour limiter et consolider les partis politiques. Parce que quoi? Lorsqu'on vous dit que vous devez atteindre le seuil de 10% des suffrages au niveau national avant de prétendre à faire valider votre siège dans votre circonscription, ça veut dire que on vous dit, organisez-vous pour être des partis politiques forts et représentatifs sur l'étendue du territoire national. Si vous êtes fort et présent sur l'étendue du territoire national, avoir 10% des suffrages, ce n'est pas la mer à boire. Mais si vous voulez vous accrocher à un parti de quartier, à un parti de département, à un parti de circonscription, vous vous faites harakiri. Ça veut dire que vous allez disparaître de vous-même. Donc, ce seuil de représentativité au niveau national, c'est pour permettre que les partis soient enracinés, soient forts, et que ce soit ces partis-là qui animent véritablement la vie politique. Donc, si on vous dit ça, vous êtes obligé de vous constituer en grand parti politique. Maintenant, si on a réglé cette question au niveau de la représentation nationale, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale,
et qu'on ne la règle pas au niveau des élections communales, qu'est-ce qui va se passer? C'est que des partis vont exister, ne participeront pas aux élections législatives, ou bien ils participeront pour la forme, parce qu'ils savent qu'ils n'atteindront jamais le seuil des 10% par rapport aux législatives, mais ils vont s'organiser le moment venu pour les communales, pour s'entendre, pour assiéger les mairies. Donc ceux qui n'ont pas pu gagner au niveau de l'Assemblée, ils vont tenter de rebondir au niveau des mairies, et ça va encore fausser le jeu. L'objectif qu'on poursuivait de consolider les grands partis politiques risque d'être faussé maintenant à la base. C'est pratiquement ce qui se faisait. Et c'est avec ça, c'est à ça que le législateur veut mettre un terme. Et donc, c'est pour ça que la même option a été retenue au niveau des communales. Ce qui oblige désormais ceux qui veulent participer aux législatives et aux communales, en tout cas aux élections politiques, à se constituer en grands partis politiques qui ont des assises nationales et qui peuvent prétendre avoir au moins 10% des suffrages exprimés au niveau national. Si vous remplissez ces conditions-là, chiche, opposition, mouvance, on s'en fout. Excusez-moi le terme. Vous êtes là, vous êtes présent, vous jouez votre partition. Mais si vous ne remplissez pas les conditions, écoutez, vous êtes mis de côté. Dans tous les cas, chaque fois qu'on parle de critères, chaque fois qu'on pose des critères de sélection, cela entraîne forcément l'exclusion de certains. C'est clair. C'est-à-dire, c'est même étymologiquement. Parce qu'on a parlé là de critères. Dès qu'il y a des critères, forcément. Mais moi, j'ai compris que ces derniers temps, au pays, dès qu'il y a quelque chose, on crie à l'exclusion. Au moins critère, on crie à l'exclusion. Qu'est-ce que vous appelez exclusion? Les critères signifient exclusion. On ne peut pas permettre à 11 millions ou combien de Béninois que nous sommes aujourd'hui d'aller occuper les fonctions. Il n'y a pas un faute. Bon, le président c'est pas, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas un banc, c'est un fauteuil. 11 millions ne peut pas aller occuper un fauteuil. Il faut des critères pour éliminer, donc pour exclure. Maintenant, lorsqu'on a fixé les critères pour exclure ceux qui ne sont pas encore prêts, et que vous ne remplissez pas les critères, je suis désolé, vous êtes exclus. Mais si vous remplissez les critères, vous êtes dedans. On ne cherche plus à savoir. C'est si on disait que les critères sont valables pour un camp et non pas pour l'autre, là, il y a exclusion. C'est cela. Là, on peut créer l'exclusion et je serai d'accord. Mais les critères sont ouverts et valables pour tout le monde. Mais quel est le problème? Donc, c'est de ça qu'il est question. Il faut trouver des critères qui permettent de régler une question qu'on a identifiée comme question à régler. C'est cela qui est fait par le législateur. Certains peuvent ne pas être d'accord, c'est de leur droit. Malheureusement, quand on est en démocratie, lorsque la majorité a décidé, la minorité s'incline jusqu'au jour où elle deviendra majorité pour peut-être voir les choses autrement. Mais on ne peut pas demander à celui qui est majoritaire de se plier à la vision de celui qui est minoritaire. Ça ne marche pas comme ça. Très bien. Alors désormais, donc, avec le nouveau code électoral, nous allons passer à environ 100, nous en parlons exactement à 109 députés, avec 24 femmes rigoureusement, et ça rejoint aussi l'un des points importants que vous avez abordé au cours de votre rentrée politique, la femme qui est mise en œuvre, 24 femmes rigoureusement sur les 109, donc une par circonscription. 24 femmes au moins, je vais vous expliquer. Très bien. C'est déjà un des acquis du dialogue politique, c'est une des recommandations du dialogue politique. D'accord. Et je me souviens aussi que c'est une question, ce n'est pas au dialogue politique que ça s'est posé pour la première fois. C'est une question qui a été déjà débattue dans plusieurs forats et ateliers antérieurs, où il était question de comment on fait pour faciliter aux femmes l'accès à certaines fonctions que peut-être la sociologie béninoise ne leur permet pas d'atteindre. Comment leur faciliter la tâche? Donc, plusieurs réflexions se menaient dans ce sens. Il y avait un gros blocage qui ne permettait pas de régler la question dans les lois ordinaires. Le blocage, c'était au niveau de l'article 26 de la Constitution du 11 décembre 1990 qui dit que l'homme et la femme sont égaux en droit. Et à partir du moment où c'est dit dans la Constitution que l'homme et la femme sont égaux en droit, il n'est pas possible que dans une loi ordinaire subséquente, qu'on aille mettre des mesures qui favorisent l'un au détriment de l'autre. Donc c'était un obstacle fondamental à cette disparité ou à cette discrimination positive, comme on le dit, à l'endroit des femmes. Et donc, dès lors que
au niveau du dialogue politique, cette question a été redébattue et que le consensus s'est fait autour de la nécessité, autour de l'intérêt à favoriser les femmes. Il fallait voir comment on fait pour l'intégrer maintenant. Et c'est pour ça que dans la révision constitutionnelle qui a eu lieu, l'article 26 a été retouché pour permettre que des lois ordinaires puissent faire des discriminations positives à l'endroit des femmes. Et donc c'est cet article retouché-là qui est mis en œuvre à travers ce que vous venez de dire, c'est-à-dire le fait de réserver des quotas aux femmes pendant les législatives. De façon concrète, comment ça va se passer? Ce n'est pas que les femmes vont s'asseoir à la maison tranquillement, on ira les chercher pour venir les faire asseoir à l'Assemblée. Oui. Non, c'est pas ça. C'est que le nombre de sièges actuellement à l'Assemblée, c'est 83. C'est 83 sièges, n'est-ce pas? Et chaque circonscription électorale a un certain nombre de sièges. Je prends l'exemple de la 15e circonscription, à Cotonou. Je crois qu'ils ont 4 sièges. Il y a 4 sièges qui sont attribués dans cette circonscription-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer de façon concrète? Ces 4 sièges, lorsque le parti Bloc républicain va positionner ses candidats au niveau de Akpakpa, de la 15e circonscription, il va mettre numéro 1, numéro 2, numéro 3 avec le suppléant qu'il veut. Il peut mettre un homme, il peut mettre une femme. Mais le numéro 4, c'est forcément une femme avec sa suppléante. D'accord. Le numéro 4 sur la liste des 4 là, c'est forcément une femme et sa suppléante titulaire. Et la suppléante aussi est une femme. Une femme. Les 3 premiers, ça peut être des hommes, ça peut être des femmes. Peu importe, c'est le parti qui décide. Mais pour le numéro 4, il est fait obligation au Bloc républicain de positionner une femme titulaire, une femme suppléante. Pareil pour l'Union progressiste, pareil pour peut-être FCBE demain quand ils seront dans la compétition, pareil pour les autres. Chacune des listes en compétition va positionner à Akpakpa 4, dont une femme en 4e position. Maintenant, lorsqu'on ira aux élections et qu'on va connaître les résultats le soir du scrutin, quand on aura fini de régler la question des 10% au niveau national, et qu'on aura retenu les partis auxquels vont être répartis les sièges, il peut rester 3 partis. Par exemple, supposons qu'il reste 3 partis dans la 15e, à qui on doit répartir les sièges. UP gagne un siège. Dans la répartition normale, UP gagne un siège, donc le numéro 1 de l'UP passe. BR gagne 2 sièges. Donc le numéro 2, les 2 premiers de l'UP passent. Les 2 premiers du BR. Du BR, merci, du BR passe. FCBE, je leur fais cette concession, gagne un siège. D'accord? Le premier de FCBE passe. Ça fait donc que les 4 sièges sont attribués. Maintenant, des 3 partis à qui on a attribué les 4 sièges, quel est le parti qui a eu le plus de sièges? C'est le BR. Qui a eu 2. Qu'est-ce qui va se passer? En dehors des 2 premiers du BR qui sont passés, on va prendre la femme qui est en 4e position, elle passe d'office. D'accord. Très bien. Vous comprenez le schéma? Oui. On va prendre la 4e sur la liste, la femme, elle passe d'office. Ça veut dire que si parmi les 2 premiers, il y avait déjà une femme, cette femme la passe et la 4e aussi passe. Donc, dans cette circonscription, le BR aura 2 femmes à l'Assemblée nationale. Si les 4 en compétition ont accès au partage des sièges et que chacun d'eux prend un siège, je suppose que ce schéma-là arrive, d'accord? Donc, les 4 partis auront chacun un siège. On va voir quel est le parti qui a eu le plus grand nombre de voix parmi les 4 pour obtenir ces sièges. Ce parti-là, la 4e sur sa liste de femmes s'ajoute aux 4. Ça fait qu'on aura les 4 normalement actuels, plus la femme au niveau de la circoncision, ça fait 5. Et ce schéma va se dupliquer dans toutes les circoncisions électorales. Du coup, on aura au moins 24 femmes. Puisque toutes les circoncisions électorales vont dégager au moins les 4e femmes sur une des listes. Donc on a déjà au moins 24 femmes. Et si par bonheur, une femme passait encore parmi les premiers, ça fera plus de 24 femmes à l'Assemblée. Donc c'est le schéma qui est adopté. Ça permet d'avoir les 83 actuels, plus 24 qui sont les femmes. Ça fait 83 plus 24, on se retrouve à 107. Au 107,
on a ajouté 2 pour rééquilibrer un peu au niveau de certaines communes comme Abomey-Calavi, Oui. qui sont une circonscription, c'est la 6e circonscription électorale qui est plusieurs fois plus grande que d'autres communes, qui est plus grande que Cotonou par exemple, qui à lui seul totalise 9 députés, pendant que Calavi, soit Vazé, qui est beaucoup plus grand, a 4 députés. Donc on a essayé de rééquilibrer en tenant compte de l'évolution de la population pour permettre à certaines circonscriptions d'être plus, qui ait une meilleure équité dans la répartition des sièges au niveau des circonscriptions. Donc c'est ça qui amène à 109 sièges. Voilà un peu la combinaison du rééquilibrage par rapport aux femmes et du rééquilibrage par rapport aux populations dans les circoncessions. C'est ça qui nous amène à 109 députés, dont au moins 24 femmes issues des 24 circoncessions électorales. Monsieur Clotaire Olóyèdé, merci d'être venu. Nous sommes presque au thème de cette émission. Ensemble avec vous, nous avons passé 90 minutes à sillonner toutes les questions qui font aujourd'hui l'actualité, la modification de la Constitution, la loi sur l'amnistie, l'achat des partis politiques et le nouveau code électoral. Monsieur Clotaire Olóyèdé, merci d'être venu. Une question très rapidement. Aujourd'hui, vous vous sentez fier d'être béninois, fier donc d'appartenir à la majorité présidentielle par rapport à tout ce qui se fait pour donner un nouveau visage au pays? Ça, je peux vous dire avec certitude que je suis de plus en plus fier d'être béninois. Parce qu'aujourd'hui, le Bénin est respecté à l'échelle internationale. Quoi que puissent dire certaines personnes sur les réseaux sociaux. C'est de leur droit. C'est de leur droit. On ne peut pas demander à tout le monde de penser de la même façon. Le travail qui est en train d'être fait depuis 2016 par le régime, par le président Talon et son gouvernement, je vous assure, moi personnellement, je ne pense pas qu'un travail de cette envergure ait déjà été fait par le passé. Parce que au-delà des infrastructures, au-delà de on construit ceci ici, on distribue de l'argent par là, ce qui est fondamental, selon moi, c'est d'abord les questions de gouvernance, la vision. C'est le socle sur lequel on assoit la construction du pays. Et le sol est plus immatériel que matériel. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une vision, on sent qu'il y a une orientation, on sent qu'il y a des bases qui sont en train d'être mises en place. On en souffre, certes. Certains en souffrent, donc moi, on en souffre, ça je vous l'assure. On en souffre, mais c'est le prix à payer pour que le pays se dote d'une boussole claire qui nous permette maintenant de construire. Parce que jusque-là, on construisait sur du sable mouvant. Depuis 2016, on a commencé à construire sur du solide. Et je souhaite que le chef de l'État ait le temps de vraiment consolider les bases politiques, sociales, économiques de ce pays tel que ça se fait jusqu'à présent, pour que demain, quel que soit celui qui lui succédera, qu'il puisse continuer sur cette lancée et ne nous ramène plus en arrière. Donc pour répondre à votre question, oui, je suis fier d'être béninois aujourd'hui. Et ceux qui ne sont pas encore à ce niveau, c'est certainement parce qu'ils n'ont pas encore tout compris. Ils n'ont pas encore cerné là où on va. Mais tout le monde ne peut pas voir tout de suite et de la même façon. Le temps est l'autre nom de Dieu. Voilà. C'était donc entretien ce dimanche avec Monsieur Clotaire Olóyèdé. Il est expert électoral, membre fondateur du Bloc républicain. Vous l'avez suivi de bout en bout. Merci à vous tous qui nous avez suivis sur ETélé et sur les antennes de la radio partenaire Océan FM. Merci et à dimanche prochain.